Allora, di un rapporto trecentusei e sei di un mandato accordato a Presidente dell'Assemblea Igorsica perché chi è invitata in Barcellona, non so mica esattamente per cosa. Allora, di una conferenza di regione di un Mediterraneo organizzata dal Generalat di Catalogna il 22 di novembre 25. Dunque, sarà già a nanta piazza, posto che lei qua là, e ci sarà a più in conto solamente a zonutata all'hotel. Ecco. Qualche sia domanda parola? Bistem assente. Merci. Non, juste une question. Il me semble que nous avions déjà voté pour la présidente une habilitation permanente. Mi bari en camé. Voilà. Mi bari. Donc, c'est pour ça que j'étais étonnée. Mais bon. Merci. Est-ce qu'elle a un délai, cette habilitation Ah, c'est pour ça. D'accord, ça allait au-delà du cadre que nous avons voté, c'est pour ça. Moi aussi, je me disais, sans doute, il y a un délai de... Bon, alors, qual è chi è abbassato, voto contro, non partecipazione, astensione, non partecipazione? Une petite réflexion après le vote, je pense qu'il faudrait tout mettre dans le cadre. On en devient presque ridicule à chaque fois de voter un mandat spécial pour qu'une présidente puisse se déplacer. C'est la première fois qu'on voit ça. Je pense que ça se voit nulle part ailleurs. Hein. Alors arrêtons un peu de... Voilà, e mi domando se non è mica possibile di noi, quando a Presidente rappresentata qualche sia, che questa possibilità sia scritta in noi, no? O manco? Ah no, non è mica possibile. Bon, ce ne passiamo. C'est sûrement la dernière des Bibles qu'on fait passer. Vabbè. D'accordo, non è mica possibile. Allora, tanto presenteremo un cartolare. Allora, quale che è a pro? Vi ringrazio, a Presidente Pobultà. Je me tourne vers Julien Paoli. Vous avez un ordre de préférence ou on suit le fil de l'ordre du jour? On suit le fil, si vous voulez. Allez, on y va. Très bien. Donc, il y a un renouvellement de mise à disposition d'un agent de l'Agence du tourisme auprès de la collectivité de Corse. Oui, il s'agit en effet du renouvellement de la mise à disposition d'un agent de l'Agence du tourisme de la Corse auprès de la collectivité de Corse. Cet agent assurera notamment ses fonctions au sein du secrétariat général de l'Assemblée de Corse. Il sera chargé du fonctionnement du comité d'évaluation des politiques publiques. Ce renouvellement, bien sûr, s'inscrit selon les modalités légales et réglementaires de la mise à disposition initiale. Donc, c'est une disposition à titre onéreux qui implique le remboursement du traitement et des charges salariales induites par la collectivité de Corse à l'Agence du tourisme de la Corse, donc pour un montant de 86 287 € par an. La durée de renouvellement de mise à disposition est fixée à 1 an, avec effet au 1er octobre 2026, étant entendu qu'elle peut s'interrompre, cette mise à disposition, à tout moment, à l'initiative de l'une des 3 parties prenantes de la Convention. Donc, il s'agit ici d'autoriser le Président à signer tous les actes pour formaliser cette mise à disposition. Je vous remercie. Oui, je rappelle que c'est un renouvellement. Donc, qui souhaite intervenir? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Nous passons maintenant au crédit de personnel des groupes politiques. Oui, il s'agit ici de permettre le fonctionnement du nouveau groupe politique Un'altra strada
au sein de l'Assemblée de Corse. Pour son fonctionnement, il est proposé de modifier la précédente répartition des crédits affectés à la rémunération des collaborateurs de groupes politiques pour tenir compte de l'arrivée de ce nouveau groupe. Ainsi, les crédits du groupe Sofiuno seront répartis sur l'année par référence à 17 élus jusqu'au 30 octobre, puis par référence à 15 élus à compter du 1er novembre. Ces crédits concernent la rémunération principale, les accessoires indemnitaires et l'ensemble des charges sociales des personnels affectés. Ils ne couvrent pas les avantages sociaux facultatifs et les dépenses de déplacement et de formation. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 7 de la délibération de l'Assemblée de Corse relative au fonctionnement des groupes politiques de l'Assemblée, les frais de documentation, de courrier et de petit matériel, à l'exclusion de toute autre dépense, sont établis sur la base forfaitaire annuelle de 1 200 € par an et par élu. De ce fait, il convient de diminuer la dotation du groupe Sofiuno pour ce type de frais à hauteur de la part correspondante aux 2 élus sortants du groupe pour un prorata temporis de 2 mois, soit 400 €. Cette enveloppe sera donc allouée au nouveau groupe politique qui a donc été récemment créé. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Donc, qui souhaite intervenir? Moi, j'ai une communication à faire aussi à la suite. Personne. Donc, merci. D'abord, merci au groupe Sofiu qui s'est prêté à l'exercice sans douleur, je dirais, de cette transition. Voilà, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Je remercie aussi les services et en particulier le groupe Corinfront et aussi parce que un local va leur être mis à disposition, ce qui est bien normal. C'est le cas, ça y est. Je crois que dès demain, ils pourront l'utiliser. Il a été rééquipé, donc un bureau qui a été laissé par Corinfront. Je les en remercie aussi, puis je ne manquerai pas de le leur dire demain. Donc les choses se sont passées de manière très très correcte. C'est très bien. Je rappelle aussi, j'en profite, c'est connexe à ce sujet, à ce dossier. Je rappelle qu'un courrier a été envoyé à ma demande à tous les groupes politiques, messieurs les présidents de groupe. Un courrier vous a été envoyé, messieurs les présidents de groupe, par le secrétariat général pour que vous fassiez remonter des problématiques qui pèsent encore sur l'activité des groupes. On ne va pas en discuter aujourd'hui. Répondez, s'il vous plaît, à ce courrier. Faites remonter vos difficultés, que l'on puisse ensuite instruire avec Madame Carolaggi de l'administration et arriver en réunion de questure au mois de novembre à la rentrée avec des réponses formelles en provenance de l'administration. D'accord ? Voilà. Merci à tous. Donc je soumets au vote ces crédits de personnel, cette modification. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté. Merci. Alors, le rapport suivant, c'est une réforme de matériel et de cession aussi de matériel informatique et des biens mobiliers de bureau dans des salles de téléprésence. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez probablement de l'arrêté du Conseil exécutif du 4 juin 2024 qui a validé l'arrêt du dispositif de téléprésence. Donc, les plus anciens dans cet hémicycle connaissent le système de téléprésence qui est peu utilisé depuis un certain temps. Donc cet arrêté prévoit, à compter du 1er juillet 2024, la résiliation anticipée de la maintenance, de la conciergerie et de l'abonnement d'interconnexion réseau de ce site téléprésence. Et cette décision du Conseil exécutif est reposée sur le constat d'une sous-utilisation du dispositif depuis maintenant un certain nombre d'années et d'une fin de vie d'une partie du matériel à compter d'octobre 2025, donc de ce mois-ci. Donc le présent rapport il s'inscrit dans le cadre de la vente et de la réforme du matériel obsolète et d'immobilier inutilisé. Ça s'inscrit aussi dans une démarche d'économie circulaire, conformément aux objectifs qui ont été fixés par le décret du 12 avril 2023 qui établit les modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques qui sont réformés soit par l'État, soit pour les collectivités territoriales. Donc, de ce fait, et conformément à ce décret, la collectivité de Corse a choisi de vendre ces matériels pour favoriser leur réemploi
après avoir effectué une étude auprès des principaux acteurs du domaine. La liste des biens à mettre en vente est annexée à la délibération. Elle comprend la description des biens, leur état et leur prix. La vente de ces biens est proposée à la société Attac qui va générer des recettes excédant 4 500 €. La vente se fera sur la base des biens en l'état, sans garantie. Et il est proposé de prononcer leur mise à la réforme et de procéder à leur vente de gré à gré. Donc, le montant exact de la vente de matériel est de 6 852 € selon l'Argus matériel en ce qui concerne le numérique et une estimation des services pour le mobilier. Je vous remercie. Bien, y a-t-il des questions sur cette session? Oui. Chantal. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil exécutif, vous avez parlé d'un arrêté, bon, je le découvre. Et au-delà de ces 6 800 € qui seront récupérés avec cette vente de matériel, on se demandait ce qu'allaient devenir ces salles. Alors c'est vrai que depuis le Covid et avec la Teams, bien entendu, nous avons ce confort différent, mais ce sont quand même des salles qui étaient extrêmement bien équipées. Je crois que le coût était de 4 millions d'euros. Monsieur Lallemand, en commission des finances, nous a dit qu'il y avait une résiliation de bail pour la salle Lésia Bastia. Alors, ce qui nous conduit à penser qu'on abandonne, on démantèle les 3 salles qui existent à ce jour. Je voudrais savoir ce qu'elles vont devenir, notamment la salle Prosper Alfonsi, qui est quand même une salle magnifique. Voilà, celle-ci. Donc, voilà. Enfin, ce sont les propos qui ont été tenus par les services. Donc, ça nous laisse à penser qu'il y a un démantèlement définitif et on voulait savoir ce que ces salles allaient devenir. Je vous remercie. Oui, merci. Alors, ça fait partie, c'est au conseiller exécutif aussi de répondre, mais il y a une discussion qui est en cours, notamment dans le redéploiement des salles utilisées par l'Assemblée de Corse pour ce qui est celle qui est voisine ici, avec plusieurs projets, dont une belle salle des pas perdus avec une vraie bibliothèque, une belle bibliothèque comme il en existe dans toutes les assemblées, dans tous les parlements. Ça serait bien aussi. Voilà. Mais ça fait partie aussi d'un plan plus général de rénovation de nos hémicycles aussi. Hein. Et ça, c'est en cours de discussion, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, entre notre secrétariat général et l'administration. Sur les salles, le conseiller sur le caractère obsolète de ces salles, le conseiller exécutif peut vous répondre. Mais j'avais assisté à des réunions. Aujourd'hui, c'est des salles qui coûtent plus cher qu'elles ne rapportent. Les contrats que nous avons sont des contrats qui sont très chers. La maintenance est très chère pour une technologie qui désormais est obsolète. Hein. Parce que pour avoir ce type de salle, il faut qu'il y ait des gens en face qui aient les mêmes. Or, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus personne qui a ce type de salle. De moins en moins. Donc, du coup, c'est l'histoire du téléphone, quoi. Si à l'autre bout, il n'y a personne qui a le combiné compatible, on ne peut pas se parler. Hein. Voilà, mais je vous laisse la parole, monsieur le conseiller. Président. Oui, je vais vous donner la parole. Sahuériou, je vous ai la parole. Oui, merci, Président. Avant la réponse du conseil exécutif, moi, je rebondis sur ce que disait Chantal. Les 2 autres salles, on les connaît, sur Bastia et sur Corte. Elles ne sont pas forcément une valeur patrimoniale et historique très intéressante, mais aux 40 ans de cette Assemblée, la salle Prosper Alphonse est considérée, enfin, en tout cas pour beaucoup de monde, comme étant un monument de notre histoire contemporaine. Il serait intéressant de mentionner, à mon avis, dans ce rapport, cette volonté de réhabiliter cette salle et de lui rendre une dimension beaucoup plus, je dirais, solennelle au sein de la collectivité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on travaille, hein, côté Assemblée en tous les cas. C'est la proposition qu'on a fait nous aussi. Parce qu'elle a une portée symbolique et historique importante. Et une salle de pas perdu, une très belle salle de pas perdu avec une bibliothèque, ça serait très beau. Hein. Voilà, avec des belles vitrines. Oui, Nadine. Et je rajouterais que c'était même dommage qu'on en ait fait à ce moment-là. Ah, mais complètement. Une salle oui. Peut-être à la pointe à ce moment-là de la technologie, mais qui avait perdu complètement son âme. Je partage. Ça a été une verrue, on a mis une verrue dans une salle qui était magnifique, avec des stucs magnifiques. C'est clair, hein. C'est terrible. Bon, donc on ne va pas refaire l'histoire. Voilà, on avait été plusieurs à être très choqués de la disparition de la salle de délibération initiale.
Alors pour une délibération, c'est compliqué parce qu'il faut passer. Hein. Donc maintenant, voilà. Mais par contre, on peut en faire quelque chose de très beau. Hein. Jean-Martin, oui. J'ajoute que ce dossier est très significatif de l'aspect poussif des institutions européennes lorsqu'elles nous présentent des innovations, je cite, à la pointe de la technologie. Parce que ça a coûté cher, mais nous avons évidemment été beaucoup aidés par l'Europe, mais nous avons contribué. Et ça nous avait été présenté comme le must du must. Ça l'était toujours en termes de qualité. Sauf que, bon, le Covid est passé par là, la télédiffusion, on va dire ça comme ça, s'est installée. La différence entre un progrès et une innovation, c'est un progrès qui a été éprouvé. Il a été éprouvé pendant quelques mois et puis il a été rapidement dépassé. Donc il faut toujours être prudent lorsque l'Europe nous pousse à consommer des crédits dans ce qu'elle considère être une innovation. Voilà. Mais ça a bien servi. Hein. Moi, je reconnais que ça a été très utile. Hein. C'était très performant, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Bien, en tout cas, on va retrouver cette salle. Et c'est très bien, tout le monde est content. Voilà. Donc, monsieur le conseiller, je crois que je peux vous redonner la parole maintenant. Excusez-nous. Merci, Madame la Présidente. Oui, on voit bien que dans le domaine du numérique, peut-être encore plus qu'ailleurs, les choses évoluent très vite, à grande vitesse. Et finalement, en une dizaine d'années, quelque chose, un équipement qui pouvait être considéré comme le must en matière de modernité, se retrouve obsolète. C'est une salle qui a dû être installée sous la mandature du président Jacob, donc dans la période 2010-2015, je ne sais pas, je n'y étais pas. On l'a beaucoup utilisé, c'est vrai, entre 2015 et 2020, jusqu'au Covid, et puis ensuite, avec l'explosion, je dirais, de la visio individuelle, je vais le dire comme ça, elle a progressivement été abandonnée, même si ça reste en effet, pour ceux qui ont fait des réunions en téléprésence, de grande qualité. Ça a eu un coût, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement, qui est important. Alors il y a deux raisons qui nous poussent à se séparer de ce matériel. Il est forcément obsolète et il n'est plus utilisé. Il y aurait un coût de fonctionnement, notamment dans le cadre du contrat de maintenance avec Orange, qui serait inutile, et d'autant que Orange, d'après ce qu'on me dit, ne propose même plus cette prestation-là. Donc pour vous dire que le choix, il a été vite fait, il a été fait dans le cadre d'un arrêté CE, et l'Assemblée de Corse, notamment la présidente, je ne sais pas si ça a été aussi le cas des groupes, a été informée par courrier du président avant de prendre cet arrêté que cette salle de téléprésence serait, je dirais, ne serait plus utilisée. Maintenant, le plus important, je crois que c'est la suite. Je crois que dans ce cadre de ce rapport-là, c'est un rapport purement technique, on ne va pas discuter de l'avenir des différentes salles. Sur Bastia, c'est un bail, donc c'est un propriétaire privé qui va être résilié, donc ce sera des économies pour notre collectivité. Sur Corte, il y avait aussi une salle de téléprésence sur Corte, il y a la caserne Padoue. Là, tous les scénarios sont ouverts. C'est aussi un bâtiment patrimonial qui est bien situé aussi. Une salle qui pourrait s'intégrer aussi dans le projet de la citadelle de Corte. Et donc voilà, là, bien sûr que l'Assemblée de Corse sera saisie lorsque le Conseil exécutif sera en mesure de proposer une destination pour cette salle. Et c'est la même chose, bien sûr, pour la salle Prosper Alphonse, en collaboration étroite avec l'Assemblée de Corse et l'ensemble des élus, de savoir que peut devenir cette salle, avec parmi les différents scénarios, la possibilité peut-être de revenir à ce qu'était la salle initialement, parce qu'en gros, elle a été encapsulée pour permettre de faire des téléprésences, mais on peut peut-être la désencapsuler et récupérer une partie de ce qu'elle était à l'origine, avec toutes les qualités patrimoniales, architecturales qui en découlent. Et ensuite, on décidera ensemble de quelle sera la meilleure utilisation pour cette salle. Donc voilà ce que le Conseil exécutif peut proposer en termes de méthode sur cette question-là. Je vous remercie. Merci. Donc on continue la méthode partenariale et de co-construction et de co-réflexion sur la destination, en particulier de la salle qui est là derrière. Et j'ai vu les gestes et les mimiques de certains. Tout le monde est pour faire sauter les murs. Voilà.
Ça serait bien, hein, il faut désencapsuler là. Voilà, il faut retrouver la salle pour avoir fait une... Voilà, ben écoute, on verra. Hein. Moi, la nuit, je suis seule hein, dans le bâtiment. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Bien, on va faire ça, on va suivre ce dossier avec attention. En tout cas, une belle salle des pas perdus, ça serait bien. Voilà, qui ne sont jamais perdus d'ailleurs. On continue. On soumet au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté. Merci. Alors, le 284, et nous en aurons terminé sur les systèmes d'information. C'est une convention de mise à disposition, le 284, de l'accord cadre fourniture de licences et de services en ligne sur les systèmes d'information. C'est sur Microsoft. Oui. Merci. Alors, en effet, il s'agit d'une convention de mise à disposition de l'accord cadre pour des licences et des services en ligne pour les systèmes d'information équipes de solutions Microsoft et services bureautiques en ligne alternatifs. Donc, rappelez qu'en 2019, la construction de la collectivité de Corse représentait pour la direction du digital des systèmes d'information un changement d'échelle. Il lui imposait de se conformer à de nouveaux enjeux de convergence technique et organisationnelle. Le scénario d'évolution retenu donc en 2019, suite à la fusion, s'appuyait sur un écosystème Microsoft 365 en mode locatif complet sur les années 2019, 2020 et 2021. Cette option d'engagement dans le cadre d'un accord cadre entreprise Microsoft et ce projet stratégique devait s'inscrire dans un moyen terme pour produire des effets de fonds, et c'est à l'aune d'une telle durée de 6 à 9 ans que devait s'évaluer, chemin faisant à mi-parcours, la relation contractuelle et les résultats réalisés. Donc en 2019, la première convention a été signée avec un accord d'entreprise UGAP Microsoft CDC pour la fourniture de licences d'achat de services pour la période 2019-2022. Cette convention initiale a été renouvelée et l'accord d'entreprise, toujours CDC UGAP Microsoft, pour la période 2022-2025, donc renouvellement pour une période de 3 ans. Aujourd'hui, l'accord d'entreprise Microsoft pour la période 25-28, et qui est soumis à votre validation permettra de contribuer à répondre à plusieurs enjeux, mise en conformité, utilisation maîtrisée et évaluée en permanence, la nécessaire définition d'une stratégie data publique et souveraineté à compter de la période 25-28 et le développement d'une nouvelle approche du service de l'usager et enfin la finalisation de l'harmonisation technique. Donc cet accord d'entreprise il permet de moduler le périmètre des licences et les services associés, de bénéficier d'une protection des prix sur 3 ans et de maîtriser les coûts et les budgets. Il se fera si nécessaire il fera l'objet, si nécessaire, d'ajustements dynamiques afin d'adapter les besoins aux produits et rationaliser les coûts inhérents. Donc la convention s'établit pour un coût annuel de 1 285 810,13 € TTC en section de fonctionnement, donc pour la période moins 1% par rapport au coût de la période 2024-2025, donc légère diminution du coût de la prestation en fonctionnement. Et cette convention, donc pour la période de 3 ans, a un coût de 324 939,58 € TTC en investissement. Donc une part 1,2 million, 1,3 million environ en fonctionnement et 320 000 €, un peu plus de 320 000 € en investissement sur la durée de la convention, c'est-à-dire 3 ans. Et donc on fera appel à une centrale d'achat, à la Canut, qui est dédiée aux collectivités, bailleurs sociaux et aux établissements publics, qui garantit à la collectivité de Corse de disposer de tarifs attractifs. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous remercie. Merci. Bon, je n'ai pas précisé depuis tout à l'heure, mais il y a des avis favorables des commissions des finances sur tous les rapports. Idem pour celui-ci. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
Tout le monde est pour. Merci. On part sur la stratégie numérique. Oui, c'est le rapport 277. Donc, l'objectif de ce rapport vise à approuver la nouvelle stratégie territoriale d'inclusion numérique et à autoriser le président du conseil exécutif à solliciter une subvention de 52 000 € auprès de l'ANCT pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie territoriale d'inclusion numérique. Donc, il s'agit d'un partenariat entre la collectivité de Corse, la préfecture et les acteurs de terrain qui vise à élaborer une nouvelle stratégie territoriale d'inclusion numérique. Cette nouvelle stratégie, elle s'inscrit bien entendu en continuité avec le schéma Smarties, qui a été validé par délibération de l'Assemblée de Corse en juin 2022. Et cette démarche, elle vise à mettre le numérique au service de l'autonomie et du pouvoir d'agir des citoyens. C'est une démarche qui est parallèle à celle qu'a lancée l'État dans le cadre de son dispositif national France Numérique Ensemble. Donc, un diagnostic territorial vous est proposé, c'est l'annexe 1 de ce rapport, qui est fondé sur l'analyse de données et des entretiens menés auprès des acteurs en 2024 et en 2025. Et ce diagnostic territorial permet d'identifier 3 besoins prioritaires. Premièrement, l'accès au numérique, avec la persistance de zones dépourvues de structures de médiation et d'accompagnement, donc de zones blanches en quelque sorte. Deuxième priorité en matière d'organisation, on constate une coordination insuffisante entre acteurs, une précarité des postes d'aidants numériques et également une faible lisibilité des parcours pour les usagers. Et enfin, dernière priorité, la structuration, avec la nécessité d'avoir une vision partagée, une gouvernance consolidée et une professionnalisation accrue des intervenants. Donc, suite à ce diagnostic, une feuille de route a été établie, c'est l'annexe 2 du rapport, qui propose de faire de l'inclusion numérique un pacte territorial durable en plaçant le digital au service de la cohésion sociale, de l'égalité d'accès aux droits et au développement des territoires. Donc 4 axes d'action ont été identifiés. Mailler le territoire pour un accès équitable à la médiation numérique. Deuxième axe, organiser des parcours d'autonomie adaptés aux publics fragiles. Troisième axe, structurer une filière insulaire de réemploi numérique solidaire. Et enfin, quatrième et dernier axe, promouvoir une culture numérique citoyenne et émancipatrice. Donc, nouvelle gouvernance entre les acteurs impliqués qui sera mise en place dans le cadre de ce travail, qui est copiloté par l'État et la collectivité de Corse et qui reposera bien sûr sur une coordination renforcée avec les territoires et notamment avec les intercommunalités et les communautés d'agglomération. Donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, accompagne cette démarche à hauteur de 52 000 € et donc une recette pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie qui est également proposée de valider dans le cadre de ce rapport au-delà de la stratégie qui est proposée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Il y a un rapport de la CDNAT et un rapport de la Commission des finances. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ne lise pas tout? Est-ce que quelqu'un, ma question est suivante, est-ce que quelqu'un souhaite qu'on lise les rapports au cours de cette commission? Non. Bien, vous les avez en ligne, vous pouvez regarder. Merci, vous avez sur votre espace numérique. Les avis, je pense, sont... La Commission a émis un avis favorable sur ce rapport, non-participation dont Sofiono et Dawansen, absence de Josefa Giacometti-Pireda. Et je pense que nous sommes sur la même conclusion, le même vote. La Commission des finances a émis un avis favorable, non-participation dont Sofia Wansem et Corinne Front. Bien, qui souhaite s'exprimer sur ce rapport? Oui, Nadine. Ce rapport qui peut paraître anodin par rapport à ce qui est au programme Smarties, où jusque-là on a vu des aspects très structurants du plan. D'abord, il faut saluer justement cette stratégie Smarties qui ne laisse rien au hasard, c'est-à-dire que ça va de l'aspect le plus important dans le déploiement
de la 4G et de la 5G, hein, jusqu'à des aspects humains, individuels. Et je crois que c'est un défi collectif très important qu'il faut noter à travers ce rapport. On connaît tous les différents facteurs, hein, de cette fracture numérique, qu'ils soient générationnelle, géographique, socio-économique, etc. En tous les cas, on se rend bien compte qu'il y a des aspects très paradoxaux, à savoir tout le monde est équipé. On a l'impression que parce qu'un jeune est équipé du dernier smartphone en pointe qui est vraiment à la pointe de la technologie, on a l'impression qu'il maîtrise le numérique, et en fait on se rend bien compte que lorsqu'ils sont confrontés à la recherche d'emploi, à des aspects professionnels, etc., les jeunes notamment sont confrontés à cette fracture numérique. Et cette prise en charge, ce partenariat avec ce qui a déjà été initié à l'époque des PAM, etc., vient combler très largement ces points de carence. Mais ça ne vise pas seulement les jeunes, ça vise vraiment toutes les tranches d'âge, et elles ont été énumérées là-dedans. Mais je voulais souligner l'aspect très important de ce rapport et de la stratégie Smarty Isola. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Oui, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Madame la conseillère. Ce qu'il faut souligner, c'est à la fois la dimension économique, sociale, technologique, infrastructurelle, et surtout la logique, la méthodologie, la logique partenariale avec tous les opérateurs du numérique, quels qu'ils soient sur le territoire insulaire, puisqu'il y a la liste. Donc cette démarche est vraiment très positive, voilà, et nécessaire, très nécessaire. Merci. Vous avez la parole. Merci. Et oui, vous l'avez rappelé, hein, une démarche concertée avec l'ensemble des acteurs intéressés par cette problématique, et rappeler un chiffre, hein, je ne l'ai pas dit dans le cadre de la présentation du rapport, 25% de la population corse qui reste en grande difficulté en matière d'autonomie numérique, donc c'est-à-dire très éloignée de l'usage du numérique à notre époque, hein, lorsqu'on a besoin du numérique pour faire une déclaration d'impôt, pour avoir accès aux données de sécurité sociale ou pour toute démarche, je dirais, du quotidien. C'est une vraie problématique, et la fracture numérique, c'est aussi la fracture sociale. Donc ce chiffre de 25%, il est à relier au taux de pauvreté, hein, de la Corse, autour de 20%, et aussi à la fracture territoriale, puisque malgré les efforts de la collectivité de Corse pour que tout le monde puisse aujourd'hui avoir accès à Internet, avec la fibre optique partout dans les villages, on a encore beaucoup de personnes âgées, isolées, qui ne maîtrisent pas ces outils. Et donc, il y a aussi une question autour de la lutte contre les inégalités sociales, territoriales, et plus globalement, une question d'aménagement du territoire. Merci. Je soumets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport 298, qui est un avenant à la convention de concession pour la création et l'exploitation d'un réseau de communication électronique à haut débit. Donc, oui, c'est toujours dans la même. Avec le rapport précédent. C'est la partie infrastructurelle. Voilà, allez-y. On profite pour remercier les services en charge de ces questions du numérique. Je l'ai fait précédemment. Donc, ce rapport il permet de prolonger la convention d'une durée maximum de 9 mois afin d'assurer la continuité du service public local des communications électroniques. Cette continuité sera assurée par le titulaire de la DSP dans l'attente de l'attribution de la nouvelle DSP, socle infrastructure, qui sera lancée mi-2025 et qui est en phase de négociation et qui prévoit notamment la gestion, l'activation et la commercialisation du réseau actuellement exploité dans le cadre de la DSP RHD Core, dont je ne connais pas la signification de l'acronyme. Donc je vous renvoie au rapport pour RHD Core. Réseau débit Corse, non? Ouais. Merci, Présidente. Voilà. Bravo. Je vous remercie. Aucun impact sur l'exécution de la Convention, pas d'impact budgétaire. Je vous remercie. Oui, merci. Des questions? Non. Je soumets au vote. Qui est contre?
qui s'abstient, qui ne participe pas. Paul Félix ne participe pas. Qui est pour? Tous les autres sont pour. Merci. Alors, on me signale que M. Armanet souhaiterait intervenir maintenant. Je me tourne vers l'exécutif. Oui, le président Armanet souhaiterait intervenir avant Madame Bianca Faz. Fazzi sur des rapports santé sociale, et ensuite l'ordre du jour pourrait être présenté tel qu'il avait été prévu. Ça va. Et moi, je vais devoir quitter l'hémicycle, Madame la Présidente. Donc, on vous excuse. Qui prend la suite donc? Qui prend la suite? Monsieur Armanet, mais après. Mais elle reste pour tous les autres rapports. D'accord, très bien. Non, c'est pour savoir qui était notre interlocuteur. Voilà, ça va, merci. Donc, président Armanet, bonjour. Salute, ringraziarvi. Salute, avete la parola nanta un rapporto 270, demande de remise gracieuse d'un loyer. Exactement, je vous remercie Madame la Présidente à nouveau. Donc de manière très brève, il s'agit bien évidemment des problématiques du crabe bleu que nous avons encore dans les étangs aujourd'hui. Et pour le coup, le titulaire du droit de pêche dont nous détenons, un pêcheur professionnel par bail en 2022, et donc face à la prolifération du crabe, elle perturbe grandement son activité. L'exploitant nous sollicite pour une remise gracieuse de 50 000 € pour la période 2023-2024. Les documents transmis attestent d'une chute de 50% des captures et un plan territorial de lutte incluant des actions ciblées sera prochainement déployé. Il est proposé d'accorder une remise partielle de 35 551 € alignée sur le déficit constaté par les services afin de soutenir cette activité déterminante pour les temps et ses emplois. Ringraziarvi. Bien. Alors, concernant ce rapport, il y a un avis favorable de la Commission des finances et je donne la parole à qui veut la prendre. Personne? Donc, je soumets au vote l'avenant, pardon, pas l'amendement, l'avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'avenant est adopté. Merci. Donc, ça c'est fait. Qui intervient maintenant? Bianca. Ah voilà, je la vois, oui. Bonjour Madame Fazzi. Salute, cara Salute. Presidente. Salute à toutes et à tutti. Jean-Michel Saville, il m'a l'air bien sérieux. Je le vois dans mon écran. Alors, vous allez nous présenter quel rapport? Les vôtres d'abord? Ah bien, oui. Alors, les vôtres, il y en a beaucoup d'ailleurs. La partie santé sociale. Il y en a 10. Oui, ce qui prouve bien que... Le 271, dans l'ordre. On y va, dans l'ordre, parfait. On y va. Donc, le 271 consiste à la contribution de la Goulicte de Bourse et à Peragaz di Dulicente, c'est pour qu'on appelle communément la maison des adolescents, la MDA. Et donc, il s'agit de fixer la participation de la collectivité qui est membre du GIP des 3 maisons des adolescents de Corse, qui ont pour mission d'apporter des réponses globales et adaptées, coordonnées aux besoins des jeunes de 11 à 25 ans. En articulation avec les dispositifs existants sur les territoires, les modalités d'accès sont assez souples, puisque les jeunes peuvent s'y rendre sans rendez-vous, avec ou sans d'ailleurs, seuls ou accompagnés, ou encore initier un premier contact par téléphone. Ce sont des lieux d'accueil, d'écoute généraliste et de soutien à la fonction parentale. Pour soutenir le fonctionnement, il vous est proposé de fixer le montant de la participation de la collectivité à hauteur de 35 000 € pour la MDA du pays ajaccien, 80 000 € pour la MDA du Chismont. C'est un montant qui est en hausse depuis 2024, mais qui s'explique puisqu'il y a un renforcement des moyens qui sont déployés sur la Balagne, notamment sur l'Isola et sur Aguizonach. Il s'agit de la MDA du Sud-Corse. Il est attendu un budget rectificatif et en conformité avec l'activité réelle de la structure pour ajuster le montant de la participation de la collectivité pour l'année 2025. Ringraziarvi. Ringraziarvi. Alors, rapport de la commission
Éducation, je suppose que c'est favorable. Commission a émis un avis favorable. Non-participation d'un soft ou de Corinfront, absence des groupes Awansem et Noltrastrada. Et alors, non, il y en a un autre, pardon. Je ne l'ai pas là. Mais je pense que c'est un avis favorable de la Commission des finances, oui. Bien, qui souhaite s'exprimer? Paul Félix. C'est juste la distorsion de fond entre Haute-Corse et Corse du Sud. Est-ce que ça sous-entend derrière des distorsions d'action? Parce que je suppose que face à la recherche de subventions, chacun doit avoir plus ou moins les mêmes besoins, à moins qu'il y ait des financements complémentaires pour Ajaccio et qu'il n'y ait pas besoin de solliciter outre mesure la collectivité de Corse. Mais je voudrais qu'on se penche sur les moyens réels et s'il n'y a pas besoin de faire une homogénéité de politique. Ce que j'ai souvent soulevé pour d'autres dossiers qui relèvent du social. D'autres interventions sur ce rapport? Non. Donc, je repasse la parole à Madame la conseillère. Alors, merci Madame la Présidente. De répondre à Paul Félix, je l'ai dit en préambule, celle de Bastia rayonne actuellement sur la Balagne, Lise ou là sur Ghisonach. Pour l'instant, le pays ajaxien n'a pas sollicité, ils pensent s'étendre dans leur action, mais ils vont d'abord solliciter, à moins que ça ait changé entre-temps, mais normalement le FIR via l'ARS, puisqu'ils pensent étendre leur action sur d'autres territoires. Et pour ce qui concerne la MDA de Chismont, actuellement, elle a même implanté sur Lourdes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est sorti il y a 15 jours, franchement, je ne me rappelle plus. Donc, c'est pour cela que le montant de la subvention est plus élevé, tout simplement. Ringraziabile. Allora, diametao tour aborto, qual è chi è contro? Qual è con bodemica? Astensione e qual è chi boda pro? Tutto il mondo boda pro. Ringraziabile. Allora, c'è una convenzione di finanziamento di la Soju Alice per 2025. Ah non, c'è UFSE prima, scusate. Il y a une rectification des montants de demande de financement sur le FSE. Oui, ringraziabile Madame la Présidente. Oui, donc il s'agit juste d'une petite une erreur matérielle qui est à l'avantage de la collectivité de Corse puisqu'il s'agit de bénéficier d'une subvention de l'Union européenne plus français des demandeurs du revenu de solidarité active qui relève du statut des travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, chefs de petite entreprise, etc., pour qu'ils puissent générer des revenus suffisants à leur autonomie. La correction donc, liée à la prise en considération de l'intégralité des ressources affectées par la collectivité de Corse, soit 8 agents, doit permettre d'ailleurs de mobiliser l'intégralité du montant alloué par l'Union européenne sur l'objectif FSE 2021-2027. Et au lieu d'1,3 million, nous aurons 1,5 million. Ringraziabile. Bien, je crois que personne ne va s'en plaindre. Donc, il y a un avis favorable de la CDNAT et un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Non, personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Rapport suivant, c'est celui que j'énonçais tout à l'heure, sur l'association Alice. Oui, c'est le 273. Donc, c'est un rapport qui s'inscrit dans le cadre de notre politique de soutien aux ménages en difficulté, notamment pour le maintien dans le logement. Il vous est proposé de soutenir 2 actions qui sont portées par l'association Alice pour un montant annuel de 213 750 €. Une autorisation de programme, autorisation d'engagement a été proposée d'ailleurs dans le cadre du BS. L'accompagnement social lié au logement en Chismont qui vise à prévenir les expulsions et faire le lien avec les bailleurs. Ce dispositif vient
complémentarité des accompagnements budgétaires réalisés par les services de la collectivité de Corse, notamment les CESF, les conseillères en économie sociale et familiale. Cet accompagnement peut être préconisé dans le cadre des commissions FSL à la suite d'un diagnostic réalisé par les travailleurs sociaux de la collectivité. En 2024, 27 ménages ont bénéficié de cette action. Le public rencontré se compose en grande partie de personnes seules, dont les ressources sont constituées essentiellement de prestations sociales ou de petites retraites. Il vous est proposé de renouveler l'objectif pour 2025. Cette fois-ci, il y aura un suivi de 28 ménages et de reconduire la participation de notre collectivité à la hauteur de 56 500 €. Le deuxième dispositif, je l'avais déjà présenté à plusieurs reprises, c'est la gestion locative adaptée. Il prévoit donc de capter des logements dans le parc privé pour les attribuer à des ménages précaires ou fragiles, qui relèvent du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Alice accompagne les locataires pendant toute la durée du bail pour les droits et devoirs, entretien du logement, la relation avec le voisinage, etc. En 2024, cette action a permis de loger 305 personnes, dont 103 enfants. Alice déploie son action surtout en Chismont. Un seul logement est en gestion en Poumont. L'association veut poursuivre en Poumont son travail de déploiement et son œuvre. L'objectif pour 2025, leur objectif en tout cas, est la gestion de 170 logements. Il vous est proposé que l'on finance 925 000 € par logement, 925 € par logement géré par l'association, soit 157 250 € pour cette action. Ringraziavi. Merci Madame la conseillère. Donc il y a là-dessus 2 avis favorables, Cédénat et Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Bien. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport suivant. Il s'agit des conventions fixant les contributions financières au Fonds de solidarité pour le logement pour 2025. Ringrazia Madame la Présidente. Là aussi, ce rapport s'inscrit dans notre politique en direction des ménages corses les plus précaires. Donc, il concerne le FSL, le Fonds de solidarité pour le logement. C'est un instrument qui est essentiel pour la politique du logement en faveur des personnes défavorisées. Il permet l'octroi d'aide à l'accès ou le maintien dans le logement sous forme de subventions et ou de prêts à taux zéro à des personnes, des familles en difficulté. J'en ai un bruit de fond. En 2024, le montant des aides versées au titre des FSL s'est levé à 900 000 €. Le fonds peut être abondé par des contributions des partenaires qui perçoivent des reversements des aides allouées. En contrepartie, les organismes contribuant au fonds sont membres de la commission FSL et peuvent apporter leur expertise sur les informations actualisées ou les situations examinées pour l'attribution des aides. Il convient de contractualiser en 2025 avec la Société française d'habitation économique, SFHE, qui est un nouveau financeur des FSL, qui va redéfinir notre engagement avec Erilia ayant fusionné avec Logirem en 2024. Le montant de leur contribution s'élève pour la société SFHE à 1 056 €, pour Erilia à 18 316 €. Ce sont des recettes qui sont inscrites au budget de la collectivité. Il vous est donc proposé d'approuver les conventions. Pour une info parfaite, EDF et Engie contribuent également à travaille également avec eux sur le FSL pour un montant annuel de 127 000 €. La Société des eaux de Corse, c'est la compagnie des eaux de zone pour un montant de 16 620 €. La ville de Bastia pour un montant de 10 000 €. La communauté de communes Maranagol pour un montant de 2 000 €. La régie des eaux du Pays Bastia, Aquabourg, pour un montant de 5 000 €. Les 2 offices publics de l'habitat et la société 3F Sud pour un montant de 6 687,50 €. Les conventions ont été actées pour les exercices 2024 et 2025, Karine Gradiavi. Et le montant total, pour être parfaitement juste, s'élève à près de 190 000 € des contributions. Merci Madame la conseillère. Donc il y a un rapport avec un avis favorable de la Cédénat et un rapport favorable de la Commission des finances. Qui souhaite intervenir? Paul Félix. Moi, je voudrais qu'on fasse un appel à versement, je dirais, équitablement réparti en Corse par les organismes. Il
il y a Bastia, il y a la collectivité territoriale Maranagolo, et derrière, il n'y a aucune autre collectivité. Alors, où il y en a de trop, ou il en manque beaucoup. Donc moi, je voudrais quand même qu'il y ait une vision prospective pour solliciter. Est-ce que ces autres collectivités qui n'y sont pas ont des fonds indépendants qui leur permettent de pallier à, mais je pense que la loi ne le permet pas. La loi l'a confié comme gestionnaire d'impôts, d'aides, la collectivité territoriale. Il y a un gros contributeur, c'est EDF. Il y a un contributeur marginal, c'est Veolia. Je pense qu'on peut redemander à l'aune de nouveaux contrats qu'il a récemment gagnés, au détriment d'ailleurs d'outils de la collectivité de Corse, une contribution qui soit ajustée à son chiffre d'affaires réel, et ensuite de regarder les autres. Et est-ce qu'il n'y a pas à y avoir, par exemple aussi, les opérateurs de téléphonie, qui font partie d'un service public, bien qu'il ne soit pas fondamental? Je me permets d'éclairer un peu votre lanterne. Il y a Irilia, mais ce n'est pas beaucoup de choses. Après la fusion avec les Logirem, il y a EDF, vous l'avez cité, Engie, bon, c'est le même groupe, la Société des eaux. Mais apparemment, il y a des communes, mais je n'ai pas la liste. Communes et bailleurs sociaux. Voilà, mais bon, c'est pas, vu le besoin, c'est pas fantastique, hein, au regard aussi des chiffres d'affaires générés par certains. Hein. Voilà, oui. Voilà, il n'y a pas, c'est pas fantastique. On peut mieux faire. Hein. Voilà, je suis d'accord. Mais importance du dispositif, celui-ci comme celui de tout à l'heure, on n'a pas commenté, porté par Alice hein, pour la garantie. Ouais, je comprends. Hein. Je comprends que vous soyez las de répéter. Voilà. Mais donc, tout à fait. Donc, merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Non, Madame Bianca. Fadzi. J'adore Madame Bianca. Bien. Pour répondre à Paul Félix, oui, il a parfaitement raison. Donc, ils avaient été sollicités par le passé. Il faut à nouveau les solliciter puisque l'État n'a pas encore fixé son plan, hein, le fameux PHL, donc celui que vous avez cité en préambule. Hein. Donc, il faut qu'on les ressollicite et c'est en cours avec nos agents, mais par le passé, ils étaient déjà au courant. Donc après, difficile aussi on ne peut pas non plus être dans un exercice coercitif, mais on ne désespère pas d'avoir plus de réponses au fur et à mesure pour répondre à Paul Félix, à Ringradiavi. Merci, Madame la conseillère. Donc, je mets au vote le rapport qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Le 275 concerne une subvention de fonctionnement à l'association d'entraide des personnes admises en protection de l'enfance pour l'année en cours. Allez-y, Madame la conseillère. Alors, Ringradiavi, Madame la Présidente, oui, c'est l'AEPAP. Donc, c'était une subvention de fonctionnement à l'association Entraide des personnes admises en protection de l'enfance de Corse. Vous le savez, nous avons fait le choix à l'exécutif et à la collectivité, d'ailleurs, puisque vous avez validé les rapports à l'époque, qu'il n'y ait pas de sortie sèche des enfants suivis par l'ASE à l'âge de 18 ans, puisque les chiffres nationaux nous montrent qu'un enfant sur 4 des enfants sortis des dispositifs ASE à leur majorité se retrouvent dans la rue et sont donc des grands précaires. Donc nous les accompagnons à partir toujours à leurs 18 ans et nous travaillons notamment avec cette association hein, qui fait un travail en réseau et qui veut les aider à faire un prêt d'honneur, des aides financières ou alimentaires. C'est une association qui était historiquement présente sur le Poumonte, mais qui s'étend sur le Chismonte, notamment sur la CAB, et qui mène aussi un travail de diversification de ses ressources avec CAPI, Corse Active pour l'initiative. Donc, cette association fonctionne principalement grâce à une subvention annuelle de la collectivité de Corse de 25 000 € qu'il vous est proposé de reconduire. En 2024, comme élément de bilan, je peux vous dire qu'on a 63 aides financières qui ont été attribuées à 52 membres adhérents pour un montant total de 16 132 €. Ringradiavi.
Alors, il y a un avis favorable de la CDNAT et un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Alors, le 276 concerne la participation financière de la collectivité au dispositif de médiation familiale. Arine Radia, Madame la Présidente, donc ça concerne toujours la protection de l'enfance. C'est un dispositif qui a un processus qui permet la construction ou la reconstruction du lien familial en cas de rupture, de séparation, de conflit intergénérationnel. Il est piloté par les CAF de Corse au sein d'un comité de financeurs dont la collectivité est membre également, comme l'État, la MSA et le premier président de la Cour d'appel de Bastia. Il vous est donc proposé de renouveler pour l'exercice 2025 le soutien de la collectivité aux 3 associations de Chismont agréées par la CAF. Il s'agit de Avamille, AF2B, 10 000 €, l'école des parents et des éducateurs pour 4 000 €, l'Union départementale des associations familiales de Haute-Corse, l'UDAF, pour 9 650 €. Pour l'exercice 2025, les financements proposés sont identiques à ceux alloués en 2024, soit 23 650 €. Le territoire du Poumont ne dispose plus d'un dispositif de médiation familiale et en raison de l'activité du précédent opérateur qui était la FALEP. Depuis, un appel au projet a été relancé pour identifier un potentiel prestataire à Ringradiave, sauf pour le territoire de l'extrême sud, hein, je précise. Merci. Donc, avis favorable de la CDNAT et avis favorable de la Commission des finances. Qui veut prendre la parole? Personne. Donc, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Le 278 concerne les projets de prévention de la perte d'autonomie pour 2025-2026. Arine Grazia, Madame la Présidente, et donc ça, vous les connaissez aussi. Ce sont les projets, les rapports qui présentent les projets, donc la mise en place dans le cadre de la politique Invitiabec que nous portons depuis quelques années. Donc, il vous est proposé de soutenir l'animation de temps spécifiques dans les 2 futures résidences autonomie de Corse. Et je vous rappelle, une en Balagne à Santa Reparat et l'autre centre Corse in Corti, et une expérimentation sport-nutrition. Donc, tout d'abord, pour les 2 premières résidences autonomie qui ouvrent prochainement, Santa Reparat a donc 24 places et à Corte 26 places, suite à un appel au projet que nous avions lancé en 2020. Ce sont des structures d'accueil pour personnes âgées autonomes qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus vivre à leur domicile et qui ne veulent pas intégrer pour autant un EHPAD. Ces lieux permettent donc aux personnes âgées à la fois de vivre dans un logement privatif, tout en bénéficiant d'espaces et de services mis en commun, de maintenir un lien social. Dès lors que ces structures accueilleront des résidents, elles devront proposer un programme de prévention et de lien social. À ce titre, elles bénéficieront d'un financement qui est nommé forfait autonomie, versé par la collectivité, suite à un reversement d'un concours financier de la CNSA. Le deuxième point de ce rapport concerne l'expérimentation autour de sport et de nutrition. On sait à quel point il est important de maintenir et le sport et la nutrition per Invitia Mei. Donc, la collectivité est portée volontaire pour mener une expérimentation collective en lien avec le centre de projet de la CNSA. Pendant 3 mois, un groupe de 8 à 15 personnes âgées de plus de 60 ans bénéficiera de 12 séances alliant activité physique et nutrition. 2 porteurs de projets sont identifiés, l'Union régionale de la mutualité française et la CEPT de Corse. Il vous est proposé de soutenir ces projets à hauteur de 24 000 €, sans coût, c'est sur 2 ans, et sans coût pour la collectivité, puisque c'est une recette que nous percevons intégralement de la CNSA. Arine Grazia. Merci Madame la conseillère. Il y a un rapport favorable de la CDNAT et un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, le 280 concerne l'actualisation du conventionnement des structures de l'insertion pour l'activité économique 2024-2026, donc pour 2 ans. Madame la conseillère, vous nous le présentez?
Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un rapport qui s'inscrit dans la politique de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Je vous avais présenté, il y avait une association, l'association Sud-Corse Insertion, qui a mis en place l'atelier mobilité insertion, l'AMI, pour favoriser à la fois l'accès à l'emploi des bénéficiaires du RSA et lever les freins à la mobilité, notamment à travers l'activité d'un garage solidaire. La structure a mis un terme à l'activité de l'AMI qui a été actée par la commission permanente d'avril 2025. L'association Études et Chantiers s'est alors positionnée pour reprendre l'atelier à compter du 1er avril 2025. Elle s'engage à réserver 3 postes d'insertion pour les bénéficiaires du RSA avec pour objectif des sorties dynamiques durables. Donc ce rapport vous propose d'approuver le conventionnement pour la période 2025-2026 avec l'étude des chantiers pour la mise en œuvre de l'AMI, soit 45 000 euros pour ratifier pour 2025 et pour les 2 ans à venir, 78 000 euros 750, puisqu'ils recommencent à peine à prendre leur activité. Donc, au départ, la somme pour Sud-Corse Insertion était plus élevée. La baisse se justifie par le fait que Études et Chantiers est en train de monter ses projets et au fur et à mesure, nous adapterons donc les crédits à Études et Chantiers. Arin Gradiabi. Merci Madame la conseillère. Avis favorable de la CDNAT et de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Qui est pour? Merci. Le rapport est adopté à l'unanimité. Nous passons au 285 qui concerne les conventions relatives au maintien de l'activité de domiciliation administrative des personnes sans domicile stable sur la commune de Porti-Uetu. Merci Madame la Présidente. Et donc, ce sont des rapports pareils que j'avais présentés par le passé. Ce dispositif permet aux précaires, aux personnes sans domicile stable de disposer d'une adresse postale et de faciliter l'accès à l'emploi et prestations sociales. Sur la commune de Porti-Uetu, c'est la Falette 2A qui exerçait cette activité depuis de nombreuses années. Depuis 2021, la commune de Porti-Uetu a mis en place un CSCAS qui est en mesure d'intervenir pour la domiciliation des personnes qui relèvent de son territoire. La Falette continue donc de prendre en charge des demandes pour les personnes installées sur les communes environnantes. Le CCAS a choisi de prendre en charge le financement initialement attribué par la commune et de conserver le bénéfice de l'expertise de la Falette dans ce domaine pour ne pas perdre suivi déjà engagé. Donc, il vous est proposé que la collectivité renouvelle sa participation à hauteur de 16 827 euros pour l'année 2025. Je peux vous donner quelques chiffres. En 2023, 210 familles ont bénéficié du service contre 252 en 2022 et 228 domiciliations administratives ont été réalisées en 2024. Arin Gradiavi. Merci Madame la conseillère. Derrière les chiffres, je le rappelle, il y a des réalités humaines et beaucoup de difficultés. Nous avons 2 rapports, avis favorable de la CDNAT et avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc je vais mettre au vote ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Qui est pour? Merci. Le rapport est adopté à l'unanimité. Et nous avons un dernier rapport sur le social, qui est le 297, qui est un avenant à la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la CDC et la Maison des personnes handicapées pour la période 2023-2027, mais précisément, c'est la mise à disposition d'un véhicule. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Arin Grazia, Madame la Présidente. Oui, il s'agit juste d'intégrer par avenant la mise à disposition d'un véhicule de la collectivité à la NDPH. C'est une mise à disposition qui s'achèvera au plus tard le 15/04/2026. Rien de particulier sur ce petit rapport. Arin Grazia. Merci. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur cette mise à disposition? Personne. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Bien. Donc,
j'ai presque envie de te dire, malheureusement, il y a beaucoup de rapports sur le social, voilà, parce qu'il y a du besoin et ça ne cessera d'augmenter, vous le savez. Donc la collectivité contribue beaucoup. Et nous remercions d'ailleurs les services qui sont là, qui font un gros travail auprès de tous les ayants droit des associations et de tous les dispositifs en place pour améliorer la condition des plus modestes ou des personnes les plus en difficulté. Bien, je crois qu'il reste... non, je crois que nous avons tout fait sur le social, hein, pour de bon. Voilà. Donc, nous attaquons maintenant... Alors, je ne sais pas qui reste. Si c'est vous, Madame la conseillère, c'est Lauda, d'accord? C'est Madame Gudice, Lise Bradja, donc, qui va intervenir en matière d'enseignement et de développement économique, enfin d'innovation sur le pôle de compétitivité. Vous avez la parole, si vous êtes là. Oui. Je suis là, Madame la Présidente. 2 secondes. Alors, excusez-moi, 2 secondes, il y a une demande de parole. Oui. Non, moi je vous fais une remarque. Moi j'aimerais qu'à la commission permanente, il y ait à chaque fois au minimum un représentant en présentiel du conseil exécutif. Moi je veux bien qu'on fasse un peu n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Moi j'arrive en retard, mais je fais un effort. Donc j'estime qu'en face, il doit y en avoir au moins un. Voilà, vous le leur ferez savoir. Il était là au moment où vous êtes arrivé. Il était là jusqu'à ce moment-là. Voilà. Voilà, il y a un problème de tuilage peut-être, donc concertez-vous. Mais le conseiller exécutif était là en présentiel. Je vous rappelle, monsieur le conseiller, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs réunions en même temps qui devaient se tenir, et notamment une grosse réunion stratégique dans le salon d'à côté. Voilà. Autrement, il y a toujours quelqu'un qui en présentiel est là. Maintenant, moi, je ne peux que plaider aussi pour la présence physique dans la mesure du possible de tout le monde. Et d'ailleurs, je vous ferai part d'une petite communication tout à l'heure, hors micro et hors connexion avec le public. Voilà. Monsieur le Président de groupe, FAPOB, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. Je veux juste faire remarquer, j'entends ce que vient de dire le Président de groupe encore une fois, mais c'est quand même la première fois qu'on a... Non, mais il y a plusieurs choses en plus. Bien sûr, et il y a quand même une grosse réunion à côté à laquelle participe. J'entends parfaitement la remarque, il y en a qui sont qualités. Julien Pauline était là avant, je me permets d'intervenir. Et voilà, c'est la première fois depuis que nous avons commencé cette mandature. Monsieur le conseiller exécutif transport et coopération internationale apparaît. On parle de lui, il apparaît comme le génie de la lampe, vous voyez. Il suffisait de demander « Bienvenue, bienvenue, monsieur le conseiller. You're welcome ». Voilà, nous apprécions votre présence. Alors, nous continuons, s'il vous plaît. Madame Lauda Gudice était en communication, elle l'est toujours, et donc elle va nous présenter ces 2 rapports. Je le suis toujours, Madame la Présidente, et je m'excuse de ne pas être en présentiel, mais nous nous évertuons autant que l'on peut à venir présenter nos rapports, tant en commission permanente qu'en commission organique et qu'en session. Alors, pour le rapport 281, Madame la Présidente, c'est un rapport qui vise à acter la signature d'une convention entre notre collectivité et l'État pour le transfert de crédit d'un montant de 20 199 € destiné au pôle de compétitivité Cap Énergie, spécialisé dans les énergies décarbonées et renouvelables. Donc, créé en 2005 et cofondé par EDF, le commissariat à l'énergie renouvelable et l'ADEC. Le pôle contribue à la structuration de la filière énergétique innovante en Corse via l'animation de l'écosystème, le soutien aux projets recherche et développement, ainsi que le pilotage de projets structurants. Donc, dans le cadre de la phase 5 2023-2026 du pôle, donc de la politique du pôle de compétitivité, la collectivité de Corse devient pleinement compétente pour la gouvernance et le financement du dispositif sur son territoire. Et donc, cette convention propose l'officialisation et donc la territorialisation du soutien de l'État, désormais versé à la collectivité, qui va en assurer la gestion via l'ADEC. Je vous remercie. Bien, merci. Les pôles de compétitivité ont 20 ans. Voilà.
Alors, avis favorable de la CDNAT, avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Bien. Pourtant, c'est important. Hein. Mais bon, tant pis. Alors, nous mettons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. L'autre rapport dont vous avez la charge concerne les dotations globales de fonctionnement, on en a parlé tout à l'heure, des établissements scolaires publics, et puis les révisions dans les moyens attribués. Donc, vous avez la parole. Jean-Martin Mondolone, Monsieur Desportes. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, c'est un rapport annuel qui traite de la dotation globale de fonctionnement, qui constitue donc le principal financement de fonctionnement des collèges et des lycées de Corse. La collectivité donc, doit notifier à chaque EPLE avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice budgétaire concerné le montant prévisionnel de leur DGF. La notification donc, de cette dotation, c'est le point de départ du délai de 30 jours dont disposent les EPLE pour élaborer et voter leur budget primitif pour l'exercice à venir, en sachant que le conseil d'administration du collège ou du lycée ne va pas se prononcer sur le montant de l'enveloppe financière accordée, mais bien sur la répartition. La collectivité possédant toutefois la faculté de donner des indications et recommandations aux établissements. Un petit rappel parce que la question a été posée en commission et je pense que c'est important de le soumettre à la commission permanente délibérante. Il y a des modalités de calcul. Au départ, les modalités de calcul étaient relevées de la part patrimoine et de la part élève, mais nous avons souhaité aussi faire une proposition d'évolution pour 2026 au regard du contexte actuel et on a notamment proposé que le forfait viabilisation pour la DGF qui est égal à la consommation des dépenses de viabilisation constatées au compte financier 2024 de l'établissement soit corrigé par un indice prévisionnel d'évolution des tarifs de 3% et également que la part variable liée au contrat d'entretien inchangé depuis à peu près 3 ans, oui 2022, évolue de 1,50 € à 2 € par mètre carré au regard de l'évolution des dépenses constatées après évidemment l'étude des comptes financiers des 3 dernières années. Donc pour cette année 2026, la somme arrêtée est de 8 195 937 €. Elle est répartie donc à 3 838 001 € pour les collèges et à 4 357 936 pour les lycées. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. Donc, rapport favorable de la CDNAT et rapport favorable aussi, avis favorable pardon, de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Paul Félix. Moi, j'ai rien contre les critères pondérés qui mettent des charges et qui derrière donnent des DGF. Mais des fois, le constat, c'est qu'il y a des collèges et des lycées qui ont des pertes de dotation. Et inéluctablement, elles sont compensées par personne d'autre. Et pourtant, les coûts de fonctionnement seront quasiment les mêmes, que ce soit en 2026 ou en 2025. Donc moi, je pense qu'on devrait avoir une réflexion avec des coûts qui doivent être stabilisés. Qu'un conseil d'administration ait la garantie d'une année sur l'autre d'avoir un maintien, parce que si l'enveloppe n'augmente pas, et que certains augmentent, d'autres vont inéluctablement diminuer, et qu'il faut trouver des clés de répartition pour harmoniser le disponible à la répartition. Donc je pense que ce n'est pas le moment de créer des petites, même si c'est des petites baisses. Vous regarderez, il y en a qui baissent quand même sur quelques milliers d'euros, et ça va leur manquer. Moi j'ai eu des retours de gens qui disent on voudrait avoir le maintien des dotations. Donc c'est à réfléchir. Je ne vous fais pas la liste de ceux qui baissent, mais si vous allez dans le tableau, vous allez les voir. D'autres questions? Non? Alors, je redonne la parole à la conseillère.
Je vous remercie, Madame la Présidente, pour répondre à Monsieur Benedetti. Donc, bon, déjà, les services sont quand même en relation régulière avec les établissements et moi-même également. Et de toute façon, ce calcul, il est fait aussi par rapport au fonds de roulement de l'établissement. Donc, les aides, elles sont aussi attribuées au regard du fonds dont disposent les différents établissements. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément de crainte à avoir. On est régulièrement en contact et au besoin, il y a aussi des accompagnements qui peuvent être faits au cours de l'année. Bien, merci. Alors, après ces explications, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour les dotations, tout le monde. Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Voilà, vos rapports sont passés. Madame la conseillère, on vous remercie. Donc, nous passons maintenant au conseiller Aquavive. Alors, on va passer la parole à Jean-Félix Aquavive. Nous accueillons aussi avec plaisir Anoulour Santucci. Donc, lequel de vous deux? C'est vous qui commencez, monsieur le conseiller? Je vous en prie, allez-y. Premier rapport avenant numéro 4 à la concession du port de plaisance Charles-Ornano. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs conseillers exécutifs et conseillers territoriaux. Donc, il s'agit tout simplement d'une proposition d'approbation après des échanges et des discussions avec la commune d'Ajaccio de la prolongation par avenant numéro 4 au cahier des charges de la concession de la durée du contrat de concession du port de plaisance Charles-Ornano jusqu'au 31 décembre 26. Alors, vous voyez l'historique. Jusqu'en 2002, le port relevait de la propriété de l'État. Depuis la loi du 22 janvier 2002, donc, il y a eu transfert de la propriété de l'État à la collectivité. La concession donc, est établie pour une durée de 50 ans à compter du 31 octobre 1975 et arrive échéance au 31 octobre 2025. Et en accord, nous avons convenu de manière conjointe à ce qu'il y ait un avenant, une proposition d'avenant pour permettre au contrat de concession d'avoir une durée supplémentaire de 14 mois, qui est une modification non substantielle et qui peut être réalisée. Alors, d'une part, parce que nous avons à solder des discussions de fin de concession sur la valeur nette comptable et sur les mobilisations et sur les biens de retour, où il y a des ajustements à faire, malgré les réunions techniques et politiques, nous n'avons pas un affinage définitif des chiffres de fin de concession et qu'il était en responsabilité nécessaire d'arriver à affiner ensemble de manière contradictoire des fois, mais ces chiffres. Et ensuite, pour envisager le futur mode de gestion, où il y a des pistes d'études qui sont faites. Les pistes d'études, elles sont claires. Elles peuvent aller pour le propriétaire, autorité concédante, théoriquement, de la régie, au fait de lancer un appel d'offres, sans avoir évidemment comme certitude que ce soit la mairie d'Ajaccio qui puisse remporter l'appel d'offres. Ça peut être aussi une CEMOP, ou ça peut être aussi une société publique locale conjointe. Bon, je vous avouerai que c'est plutôt cette hypothèse-là qui, de manière théorique en tout cas, et intuitive et pratique, qui emporte notre volonté de travail, même si l'ensemble des hypothèses feront l'objet d'études dans le cadre de cette période de mise à contribution. Ce sont les sujets, y compris les hypothèses de fond que je viens d'évoquer, qui ont déjà été échangés avec la commune dans ce cadre-là. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Avis favorable de la commission des finances et rapport favorable de la Cédénat. Qui souhaite s'exprimer sur cet avenant? Paul-Félix Benedetti. Je voudrais un rapport d'étape sous 6 mois, de l'envisager sur le mode de gestion à venir. On prend le temps qu'il faut, donc on a 14 ou 15 mois, mais je ne voudrais pas découvrir dans un an des choses désagréables à la fin. Si on doit faire une CEMOP, s'il y a un partenariat direct à faire avec la ville d'Ajaccio, je voudrais que l'Assemblée de Corse en soit informée de ce qui est en gestation et en prévisionnel envisagé. Parce que si on crée une société où il y a la collectivité territoriale qui rentre dedans, ça échappe à l'appel d'offres. Donc c'est une option certaine. L'appel d'offres est une option incertaine et ça peut être une option qui peut amener à des tensions. Vous regardez ce qui se passe sur les ports, il y a des choses bizarres. D'autres interventions?
Non. Donc, je repasse la parole au conseiller exécutif. Alors, moi, je ne vois aucune objection à ce qui est des transmissions, d'autant plus que je viens de donner une préférence qui est quand même assez forte, hein, monsieur le conseiller. Et je l'ai même dit publiquement dans un article de presse lorsque j'avais été interrogé sur le port Charles-Ornano, avant même que l'on prenne cette décision de vous proposer un avenant. Donc, ça veut dire que côté exécutif et côté collectivité, il y a la préférence pour une société publique locale de gestion. Néanmoins, en responsabilité, techniquement et juridiquement, on ne peut pas ne pas étudier l'ensemble des autres pistes. Et de mon point de vue, mais ils parleront de leur côté, il me semble que la dernière réunion que j'ai eue avec la mairie d'Ajaccio allait plutôt aussi dans ce sens, par sécurisation de l'ensemble. Bon, après, je voudrais rajouter aussi que si nous aurons à faire un choix sur le port Charles-Ornano de ce style, ce qui est mon souhait, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui les éléments juridiques et financiers qui permettent d'y aller de surcroît. D'abord, on est dans l'esprit de la maîtrise d'infrastructures publiques portuaires, qui était celle qui a présidé de notre côté aussi la démarche visant à créer un établissement public sur le port-aéroport par ailleurs. Ensuite, il y aura à devancer des discussions qui auront de complémentarité avec la présence du port Tinoros qui est géré par ailleurs dans le même bassin par le futur établissement public. Donc ce sont des questions qui viendront en second temps. D'accord ? Et troisièmement, puisque nous avons déjà attaqué les travaux sur la révision du schéma d'infrastructure territoriale des transports, puisque c'est une obligation réglementaire dans le cadre de la révision du PADUC qui a fixé un calendrier par cette Assemblée, nous aurons à nous projeter pour 5 ans d'abord, même 5 ans c'est très rapide pour les infrastructures portuaires, même dessiner pour la suite ce que seront les visions de cette Assemblée, mais en tout cas ce que proposera l'exécutif, dans l'évolution des ports de commerce en général et des ports de plaisance, du moins propriété de la collectivité, parce qu'il y en a qui sont propriétés, je pense par exemple à devenir éventuel du port de Calvi, qui reste propriété de la collectivité de Corse, et sur laquelle il faut se pencher, mais aussi d'autres évolutions sur les infrastructures portuaires en fonction d'un certain nombre de choix de société que nous sommes en train et d'investissement d'infrastructures. Donc ce sont des choses qui seront à 3 étages, mais évidemment, je ne vois aucun inconvénient dans la mesure où ça ne nuit pas à la première discussion. La première discussion, c'est de solder la concession. C'est-à-dire on a une discussion sur la valeur nette comptable et les immobilisations. Il faut qu'on s'entende sur la sortie de la concession. C'est pour ça ce temps de 14 mois. Hein. C'est d'abord la première phase. Mais voilà les éléments que je peux vous donner à cette heure-ci. Merci. Donc on peut soumettre au vote, fin de ces explications. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur le Président de l'Office des Transports. Je vous en prie, Madame la Présidente. Madame Santucci, si vous en êtes d'accord, nous vous proposons de présenter le rapport 299 sur la convention d'objectifs et de moyens avec le Centre du sport et de la jeunesse, ou Centre di Sport et di Adjuento Corsa. Le CSJC, merci. Oui, bonjour à tous. C'est un rapport sur un avenant. Vous savez que le CSJC, c'est un outil d'accompagnement de notre politique sportive de la collectivité de Corse. Donc, compte tenu de sa forme juridique, aujourd'hui régie, dotée de la personnalité morale et d'une autonomie financière, cet établissement perçoit une subvention annuelle versée dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens qui définit nos relations techniques. Nous sommes en train de travailler justement sur la prochaine convention. Donc, les difficultés de cet établissement à assurer à chaque reprise d'exercice le versement des salaires et de ses agents. Il vous est proposé à travers ce rapport de modifier par un avenant les modalités de versement conventionnel de cette subvention. Ces nouvelles modalités de versement ainsi qu'un nouvel article réglementaire relatif au droit de recours sont mentionnés dans la proposition d'avenant annexée au présent rapport. Référence budgétaire, sous-programme 4513, CSJC. Vous avez tout sous les yeux. Bien, merci. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur le CSJC, enfin sur cette convention? Non. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Il nous reste un rapport et ensuite je vais vous demander de rester
connecter, s'il vous plaît, les services aussi et les secrétariats généraux de rester, ainsi que les membres, parce que je voudrais vous faire part d'un souci. Merci. Donc, et on déconnectera l'accès public. Bien. Alors, ce rapport 269 concerne le FNADT, c'est la répartition de la recette de 2025. Oui, Madame la Présidente. Donc, ce rapport a pour objet de vous fournir un état des associations qui ont fait l'objet d'un soutien financier par la collectivité de Corse au titre de l'exercice 2025 et de justifier ainsi de l'emploi de la recette sollicitée au titre du Fonds national aménagement du territoire. Donc, l'attribution de cette recette est la collectivité de Corse au titre du soutien accordé aux actions portées par les associations qui interviennent sur le territoire, notamment le territoire de montagne, et dont les actions s'inscrivent dans les objectifs du cadre d'intervention relevant du domaine de l'aménagement du territoire. La recette sollicitée est de 130 000 € et vous avez un tableau de la distribution de ces 130 000 €. Favorable, je rappelle, de la CDNAT et de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur la répartition de la recette FNADT? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, la commission permanente est achevée. Je vous demande donc de rester. On va reconnecter les élus, mais on est obligé de faire la bascule. Merci. Donc, vous pouvez rester, hein, représentant du Conseil exécutif, secrétariat généraux, l'administration. On coupe, s'il vous plaît. Merci. Et on reconnecte.